Welkom iedereen op dit webinar. Jullie zijn heel talrijk aanwezig, waarvoor dank. Het is duidelijk dat het onderwerp heel sterk leeft. We proberen hier in het webinar tegemoet te komen aan die verwachtingen. Het webinar kadert in een reeks van webinars, georganiseerd door Smalls Research, waar Cathy en ik deel van uitmaken. De taak of de opdracht van Smalls Research is om nieuwe technologie te introduceren in de overheidsdiensten. En u ziet hier de topics die we behandelen in 2025. In het groen aangeduid zijn topics die handelen over AI. Maar hier zullen we het specifiek hebben over generatieve AI op uw eigen data. Goed, dit is een overzicht van de agenda voor vandaag. We zullen beginnen met een introductie over RAG, Retrieval Augmented Generation. Het is een standaard architectuur om dit soort toepassingen te bouwen. Wordt straks allemaal duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. We zullen één voor één de componenten toelichten. Data ingestion, retrieval, generation. En we zullen ook aandacht geven aan kwaliteitsbewaking. Met evaluations en guardrails. We zullen afsluiten met een aantal conclusies en lessons learned. Die zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen bij het bouwen van zo'n systemen. Specifiek Chatbot Student at Work, waar we tijdens de presentatie naar zullen verwijzen. En een aantal andere experimenten die we uitgevoerd hebben. Goed, ik denk dat iedereen ondertussen de kracht van generatieve AI zelf heeft kunnen ervaren met dit soort toepassingen. Hier staat ChatGPT. Het is zo, als je aan de slag gaat met zo'n toepassing, dan praat je niet rechtstreeks met een taalmodel, daar zit een toepassing tussen. Zoals ChatGPT of andere gelijksoortige toepassingen. Zo'n taalmodel, zoals GPT-5 in dit geval, dus Large Language Model of LLM, is getraind op enorme hoeveelheden gegevens, maar die zijn voor een stuk verouderd. Het is zo dat bijvoorbeeld GPT-5 getraind is met data tot 1 oktober 2024. Stel je een vraag over actuele feiten na die datum, dan heeft het taalmodel daar geen ingebouwde kennis over. Maar je kan zo'n vragen wel stellen aan ChatGPT. Als ik vraag wie heeft die of die voetbalwedstrijd gewonnen gisteren, dan kan ChatGPT daarop antwoorden. En die doet dat door eerst een zoekopdracht uit te voeren op een search index die wel up-to-date kennis bevat. En die kennis of die informatie wordt dan meegegeven aan het taalmodel, zodat het taalmodel een correct antwoord kan formuleren. Goed, dus die LLM's zijn heel krachtig, maar we weten niet alles. We weten heel veel, maar zijn vooral goed in taal. Dit is een voorbeeld van een vraag die ik gesteld heb rechtstreeks aan GPT-5. Hoeveel uur kan ik werken als student in België? En dat taalmodel heeft bepaalde kennis daarover en antwoordt 600 uur per kalenderjaar. Maar helaas is die informatie foutief. Het heeft te maken met die knowledge cut-off, waar ik in de vorige slide over sprak. Ondertussen is die regel veranderd. Het is veranderd naar 650 uur per kalenderjaar, tegen verminderde bijdrage. Maar dus het taalmodel heeft die kennis niet. Nu, hoe kunnen we dat aanpakken? Het is zo dat alle correcte, up-to-date informatie over studentenarbeid te vinden is op de website Student at Work. Daar vinden we, gemarkeerd, vinden we daar de juiste informatie, die 650 uur terug. En de chatbots die we ontwikkeld hebben, die maakt gebruik van die correcte, up-to-date informatie. Dus als we een vraag stellen, hoeveel uur kan ik werken als student, dan geeft hij de correcte informatie terug. Hoe gaat dat in zijn werk? Er is een algemeen schema rond RAG, Retrieval Augmented Generation. Nu, het begint eigenlijk met onze knowledge base, onze eigen kennis die we willen ontsluiten, waar we vragen willen over stellen in de generatieve AI-toepassing. Dat kan van alles zijn. Dat kunnen PDF-documenten zijn, webpagina's, Excel-sheets. Dat kan heel divers zijn. Maar die gaan we eerst voorbereiden in een search index, in een performant doorzoekbaar zoeksysteem. En die fase noemen we ingestion. Ik zal daar straks weer in detail op ingaan.
Nu, als we dan een vraag stellen aan de generatieve AI-toepassing zelf, dan zullen we niet onmiddellijk een antwoord laten genereren door het taalmodel, maar zullen we eerst alle relevante informatie voor die vraag gaan ophalen in die knowledge base. We spreken over retrieval, het ophalen van die relevante informatie. En die stukjes tekst, we spreken over chunks, stukjes tekst die relevant zijn, die geven we mee met de originele vraag aan het taalmodel in de prompt. En dan is het taalmodel, de LLM, in staat om een correct antwoord te genereren en ook om de bron te gaan citeren. Je kan je de vraag stellen waarom we niet in één keer de volledige knowledge base meegeven als context aan het taalmodel. Maar ja, zo eenvoudig is het niet. Het taalmodel kan daar niet zo goed mee overweg met grote hoeveelheden context. Dat zullen we later zien. En er is ook een kost mee gemoeid. Het kost ook iets om veel informatie als input mee te geven aan een taalmodel. Goed, dit is een voorbeeld van een prompt. Heel kort, wat geven we mee aan een taalmodel? Hier staat vooral de inputvraag onderaan in het blauw. Bovenaan zien we in het groen de instructies die we meegeven. Die RAG-instructies zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het taalmodel enkel antwoordt op de meegegeven context. En als hij geen antwoord vindt of geen relevante informatie vindt, dan moet hij antwoorden dat hij het niet weet. Dat zijn de duidelijke instructies. En in geel wordt die context meegegeven, dus die verschillende stukjes tekst, de chunks, waar de relevante informatie in zit. Goed, samengevat, RAG, Retrieval Augmented Generation, is een techniek die ons toelaat om relevante informatie op te halen voor een vraag, die extern is aan de ingebakken kennis van het taalmodel. We gaan die meegeven als context met het taalmodel, die dan in staat is om een meer accuraat en contextgevoelig antwoord te geven, en ook in staat is om de bronnen te gaan citeren. Oui, donc je vais introduire le premier pilier du RAG, c'est l'ingestion des données. Et donc, qu'est-ce que c'est? Là, on va partir de gauche des données. On a des données qui viennent d'un peu toutes sortes de sources sous différentes formes, et on va les mettre à la fin dans la base de données, l'index de recherche. Et donc, comment est-ce qu'on va le faire? Et aussi important à signaler, c'est que le fameux adage du machine learning, de l'IA, garbage in, garbage out, est aussi valable pour l'IA générative. Donc, il faut toujours faire attention tout au long de ce process à la qualité des données. Ça va influencer la qualité de la réponse. Et donc, avant de rentrer dans le pipeline de data, l'ingestion de données, je voulais mentionner la spécificité de l'IA générative, donc des systèmes RAG. C'est sur les sources. Donc, là où on diffère un peu d'autres systèmes, parce que les systèmes d'ingestion de données existent déjà pour le machine learning, c'est que les données qui sont utilisées pour l'IA générative sont la plupart du temps non structurées. Donc, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et aussi, elles viennent de différentes sources et sous différentes formes. Donc, j'en ai mentionné quelques-unes ici. Il y a les documents type Excel, Word, ça peut même être des PDF. Mais il y a aussi des applications, ServiceNow, Confluence. Les informations viennent aussi du web, viennent des transcripts de réunions, Teams par exemple, des facs, des emails. Donc, les sources sont vraiment multiples. Et ça, c'est vraiment la particularité du RAG. Et donc, pour entrer dans le pipeline de gestion des données, on commence avec la collection de données. Et c'est important ici d'identifier ce qu'on va devoir utiliser pour nourrir le RAG. Et ça se fait avec les spécialistes du domaine. C'est très important parce qu'il faut trouver un équilibre entre prendre les données qui sont pertinentes et ne pas non plus polluer le système avec des données qui ne sont pas pertinentes. Ça peut influencer plus tard la qualité du système. Donc, au départ, il faut bien se donner un objectif. Quels sont les types de questions auxquelles je veux répondre? Et bien, identifier toutes les sources de données dont on aura besoin. Ensuite, on va aller à la phase suivante qui est l'extraction de texte. L'IA générative, on peut l'utiliser avec du texte, on peut l'utiliser aussi avec des vidéos, c'est différents formats, ou de l'audio, mais
dans ce que nous allons présenter ici, c'est le cas le plus classique, donc on va se focaliser sur les textes. Et donc, ce qu'on va faire une fois qu'on a identifié les données, c'est aller extraire les textes, donc qui sont pour l'injecter dans la base de données. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a différents formats et la complexité vient du fait que pour chacun de ces formats, il faudra différents parseurs, un parseur HTML, un OCR, un parseur PDF. Enfin, bref, il faut une multitude en fonction de la complexité du système de parseurs. Il y a des outils qui existent pour faire cela, mais chaque use case, en fait, a sa logique. Donc, il y a des systèmes presque black box. Je mets mes données et au final, les données vont dans la base de données. Mais on sait que ça, voilà. En réalité, ça marche pas comme ça. Et pour chaque use case, on devra établir une certaine logique. Et puis, une fois que les données sont extraites, il faut les nettoyer. Telles quelles, je disais tout à l'heure, garbage in, garbage out. Donc, là aussi, c'est une des étapes les plus importantes. Nettoyer les données. Il n'y a pas de règle générale. Ici, je mets ce qu'on fait le plus couramment, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Ça va être, par exemple, enlever des caractères spéciaux. Quand il y a trop d'espace, il faut les enlever. Il faut aussi enlever l'information qui n'est pas pertinente. Là, je disais, on peut extraire les données du web. Si vous extrayez des données du web, vont venir avec les bannières cookies, par exemple, ou les menus. Ce genre de choses, on doit les enlever. Ou les footers pour les textes. Donc, on va enlever toute l'information qui est non pertinente. Et puis, aussi, souvent, on a des duplicats. Donc, si on met trop de duplicats si on donne trop de duplicats au modèle génératif, on va quelque part polluer, polluer la réponse. Donc, très important, nettoyer les données, s'assurer aussi, ça c'est le dernier point, très important, qu'il n'y ait pas de données personnelles, surtout parce que la plupart des modèles qu'on utilise sont sur le cloud. Donc, il y a des problèmes GDPR, on va utiliser les données personnelles envoyées vers ces outils. Ensuite, on va enrichir. Donc, on a les données, mais on peut aussi les enrichir. Pourquoi? Surtout, enrichir des métadonnées, c'est parce que des métadonnées sont des données structurées et ça peut aider dans la phase suivante que Bert va expliquer pour le retrieval, c'est-à-dire extraire l'information pertinente pour l'envoyer au modèle génératif. Et donc, quand on a beaucoup de données, il est important d'avoir aussi des données structurées associées pour pouvoir améliorer le filtrage de ces sources pertinentes qui vont aider à répondre à la question. Et donc, les métadonnées les plus courantes, c'est par exemple les topics. On va extraire les topics. Les headers sont aussi très importants. Quand on extrait un texte, il faut savoir de quoi ça parle. Très souvent, c'est dans le header, c'est très informatif. Ou des informations sur l'auteur, par exemple, ou à quel moment aussi a été générée la donnée. On parlait de cut-off, donc de savoir quelle est la validité en fait du texte, et d'autres. Aussi très important, c'est que quand on est dans des domaines très particuliers comme le nôtre, parfois il y a des notions qui sont dans les textes qui ne sont pas forcément connues du modèle. Et certains acronymes ou certaines notions spécifiques, on va devoir les expliquer, les ajouter donc à la base de données pour renforcer la compréhension plus tard du modèle. On peut aussi générer des résumés. Si on a un document qui est trop long et qu'on estime que dedans il y a des choses qui se répètent, qui sont pas très pertinentes, on va alors au préalable générer le résumé, le résumé que l'on va utiliser. Aussi, dans les PDF, par exemple, il y a beaucoup de tables. Donc, il y a du texte, mais il y a des tables, il y a des images qui sont d'une information pertinente. Là aussi, on peut générer une description textuelle de ces images, de ces tables, et on sait des LLM. Donc, c'est aussi important de préciser pour toutes ces étapes-là. On va aussi s'aider de modèles génératifs pour préparer les données afin de les mettre dans la base de données. Et puis là vient une étape très importante, c'est ce qu'on appelle le chunking. Le chunking, c'est quoi? On a de très longs documents. Donc, on peut pas donner le document tel quel, et j'y reviendrai un peu plus tard là-dessus, au prompt, donc au modèle. Et donc, on va le couper en plusieurs segments. Et pour ça, il y a des méthodes pour les faire. Donc, soit la méthode brutale, c'est de dire, je prends mon texte et je coupe tous les 1000 mots, ou faire
quelque chose qui a plus de sens au niveau sémantique. Donc, garder ce qui va ensemble, avoir une cohérence sémantique. Et donc, on va plutôt faire le chunking, donc le découpage du texte par section. Donc, si c'est un document Word ou PDF, c'est des paragraphes avec les headers, par exemple. Et enfin, on a nos chunks, on va devoir les injecter dans la base de données. Alors, je parle de base de données, mais en fait, pour être plus précis, c'est base de données vectorielle. C'est quelque chose qui est spécifique pour les applications d'IA générative. Pourquoi vectorielle? Et ça, dans la partie retrieval, vous aurez plus de détails. C'est parce que le texte tel quel, on peut pas le donner au modèle, il ne comprend pas le texte, il comprend les chiffres. Et donc, il faut passer du texte, des mots, aux chiffres. Et c'est ce qu'on appelle, cette étape-là, on l'appelle embedding, où les chiffres, donc ce vecteur qui va être généré, représente en fait la sémantique du texte, donc la signification du texte. Et donc cette étape de transition texte vers vecteur, ça s'appelle embedding. Et pour cela, on a aussi besoin de modèles, pas de modèles génératifs tels que GPT, mais des modèles spécifiques d'embedding. Donc ça, c'était pour le pipeline data ingestion. Maintenant, il faut savoir que il y a toujours des challenges qu'on rencontre. D'ailleurs, c'est une partie du processus qui prend le plus de temps. Et ici, je liste que les plus courants, c'est les PDF. Les PDF sont un peu traîtres dans le sens où ça a l'air très structuré quand on le lit comme humain, mais avec les outils qu'on utilise pour extraire le texte, on se rend compte que c'est parfois difficile pour le système dans des PDF complexes comme celui que j'ai affiché ici, de garder une structure cohérente, de garder le layout cohérent. Donc, dans l'exemple ici, par exemple, il a pris un paragraphe qui allait ensemble, qu'il a divisé et mis sous deux titres différents qui ne sont pas dans l'ordre. Donc ça, c'est premier challenge, les PDF. Deuxième, c'est avec les données qu'on extrait du web. Donc, soit il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle la gestion en temps réel, on the fly. Donc, ce n'est pas nourrir la base de données, mais c'est, par exemple, un utilisateur pose une question et on a besoin de savoir pour répondre à cette question, quelle est la température qu'il fait. Eh bien, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut stocker à l'avance. On va aller interroger un site, extraire cette information et l'ajouter alors à l'input qu'on va donner au modèle. Et donc, pour ça, il faut s'assurer qu'on a un site de confiance, qu'on ne va pas récupérer n'importe quelle information sur Internet. Et aussi, souvent, ça vient avec d'autres informations qu'il faut, au moment même de la génération, aller filtrer. Donc, c'est pas une étape qu'on peut faire auparavant. Donc, ça, c'est un challenge. Et puis, autre cas aussi pour l'extraction web, ça, c'est là où là aussi, on va extraire l'information du site, on va extraire un site, en fait. Ça, c'est, l'opération se fait au préalable. C'est ce qu'on appelle le scrapping, ça existe déjà depuis quelques temps. Mais la plupart des exemples qui sont proposés pour l'implémentation des RAG, s'applique avec des outils qui ne sont pas toujours adéquats pour faire le scrapping. Par exemple, ils font pas l'exécution. Quand il y a des scripts Java, ils vont pas faire l'exécution de ces scripts, ils vont pas récupérer toute l'information. Donc, c'est aussi important de passer du temps à bien comprendre on appelle bien sélectionner les outils qu'on va utiliser pour faire le scrapping. Aussi, dans le scrapping, on extrait des informations du site, il y a de tout et il faut savoir aussi filtrer puisqu'on ne connaît pas forcément à l'avance la structure du site. Puis, tous les problèmes de captcha, de bloqueurs et d'accès. Et puis, dernier point d'attention, c'est le data cleaning, le nettoyage des données. Ça prend beaucoup de temps et c'est aussi sujet à erreur. Ici, j'ai mis un exemple d'erreur. C'est important. On a dit tout à l'heure, il faut s'assurer de ne pas avoir des données personnelles dans notre dataset. Donc ici, j'ai un exemple. À gauche, j'ai la question et à droite, j'ai la réponse. Et donc, c'était un dataset qui était censé être anonymisé. Mais on se rend compte que, oui, dans la part de la question, le nom de l'expéditeur a été enlevé. Dans la réponse, le nom du destinataire est enlevé, donc celui qui va répondre. Mais par contre, puisque c'est un follow-up d'email, tout en bas, on retrouve l'email de l'expéditeur avec le nom. Donc ça, c'est des erreurs typiques et auxquelles il faut faire attention. Voilà. Donc pour résumer, pour le data ingestion,
c'est vrai que vous allez voir des fournisseurs, des outils qui sont faciles, poussez vos données là, et puis derrière ressort entre guillemets le système de RAG. Mais faites très attention. On peut pas mettre n'importe quoi dans un système RAG. Vous prenez la peine de faire ce qu'on appelle le data profiling, comprendre les données, analyser la structure, quel est le contexte, est-ce qu'il y a des inconsistances, prendre la peine de nettoyer. Aussi, identifier quand ça vient de plusieurs endroits, quelles sont les relations entre les données, essayer de les grouper par celles qui vont ensemble pour les mettre dans la base de données. Et comme je l'ai déjà mentionné, là aussi, on peut s'aider des modèles génératifs pour la partie de nettoyage et de préparation des données. Et voilà. Et donc, deuxième bloc, le retrieval ou l'extraction d'informations, l'input qu'on va envoyer au modèle. Et ça, c'est pour... Goed, na de ingestion komen we bij de retrieval, de eerste eigenlijke stap van de RAG pipeline. Het is zo dat retrieval is eigenlijk de kunst om het ophalen van de meest relevante informatie voor een bepaalde query. We kunnen daar twee technieken toepassen, typisch. Keyword search enerzijds en semantische zoekopdracht anderzijds. Ja, keyword search spreekt een beetje voor zich. Daar gaan we op zoek naar exacte woorden, exacte matches, eventueel afkortingen. Semantic search gaat op zoek naar semantisch gelijkaardige betekenis van de tekst. De keyword search, ja, daar zal ik niet in detail op ingaan, maar ik zal wel een woordje meer zeggen over die semantic search. Cathy heeft al gesproken over die vector embeddings. Wat we doen in die ingestion fase is alle chunks, alle stukjes tekst gaan omvormen tot vectoren, vector embeddings. We doen dat aan de hand van een embedding model. Dat is op zich een AI-model die in staat is om die semantische betekenis te capteren en om te vormen, te representeren liever, als een wiskundige voorstelling, een reeks cijfers. Die reeks is hier vrij kort, maar in de praktijk gaat het over honderden getallen in de vector, dus honderden dimensies. En we kunnen dat zo grafisch gaan voorstellen in een vectorruimte. Dus elk chunk vertegenwoordigt één punt in die vectorruimte. Hier in 2 dimensies voorgesteld, maar in de praktijk is dat een complexe ruimte. Nu, als we dan een vraag stellen, onze input query in het rood, dan zullen we die ook met hetzelfde embedding model omvormen tot zo'n vector. En dat vertegenwoordigt opnieuw zo'n punt in die vectorruimte. En wat we dan doen met semantic search is op zoek gaan naar de dichtste punten ten opzichte van die input query. We spreken van k nearest neighbors, dus we gaan op zoek naar de k dichtste buren van dat punt. En dat zijn dan de stukjes tekst die semantisch het meest lijken op die input query. Die vectoren worden typisch bijgehouden in een vector store of vector database. In ons geval voor Student at Work zijn we aan de slag gegaan met Elasticsearch, omdat we dat product al gebruiken voor andere zaken binnen de organisatie. Voor experimenten hebben we andere systemen ook gebruikt, zoals Fives of Chroma, open source oplossingen waar je heel snel mee aan de slag kunt. Wat we typisch doen, en dat is een beetje een gangbare praktijk bij generatieve AI-toepassingen op basis van RAG, dat is beide aanpakken combineren, zowel de keyword search als semantic search. We voeren die uit in parallel. Elk heeft een specifieke resultaatset. En in de volgende stap gaan we die resultaatsets gaan combineren, gaan fusioneren in één unieke resultaatset. We kunnen een bepaald gewicht toekennen aan de verschillende types search. In ons geval hebben we iets meer gewicht gegeven aan de keyword search. Nu, dat is geval per geval te bekijken en ook te testen wat het oplevert van kwaliteit van resultaat. Je kan eventueel iets meer nadruk leggen op semantic search voor een andere use case, dus dat valt uit te testen. Nu, het is zo, hybride search biedt het beste van de twee werelden. Je zal zowel keywords kunnen ophalen als semantische vergelijkbare tekst. Dat is een gangbare praktijk. Nu, het is zo dat als we die hele resultaatset bekijken, dan hebben we een aantal resultaten die niet per se relevant zijn voor de input query, of die niet per se helpen om de vraag te beantwoorden. Ze hebben er wel mee te maken, semantisch, of op vlak van keywords, maar zijn niet per se 100% relevant.
En daarom kan het nodig zijn en nuttig zijn om een bijkomende stap uit te voeren, semantic re-ranking. En we gaan die hele resultaatset gaan herordenen op basis van de relevantiescore die we toekennen aan elk resultaat. We doen dat aan de hand van een deep learning model, typisch onder de vorm van een API of ingebakken als feature in een vectorstore product. En optioneel kunnen we ook een threshold gaan toepassen. We kunnen zeggen, kijk, we weerhouden enkel die resultaten die minimaal 60% relevant zijn voor de input query. En dan gaan we alle ruis, alle minder relevante informatie verwijderen uit de resultaatset. Dus re-ranking kan effectief de kwaliteit van die retrieval een boost geven. Dat hebben we ook vastgesteld in onze experimenten. We zijn aan de slag gegaan met Cohere API. Dat is een specifieke service die dat toelaat. Maar het is ook typisch een betalende feature. Een betalende API of een betalende feature van een vectorstore product. Goed, de kwaliteit van die retrieval hangt af van een groot aantal zaken. Dus op het eerste zicht lijkt dat eenvoudig. We gaan een search-opdracht uitvoeren. Maar zoals Katja al aangegeven heeft in de ingestion, daar zijn een aantal zaken die kwaliteit beïnvloeden. Het voorbereiden van de data, je chunking-strategie, de manier waarop je opsplitst in stukjes tekst, het verrijken met metadata, de kwaliteit van die embedding. Dat is goed. Een embedding-model heeft een aantal dimensies. Hoe meer dimensies, hoe fijner en hoe beter die semantiek gecapteerd wordt van de tekst. De zoekmethode, daar hebben we al gezegd dat hybrid search vrij standaard is, een gangbare praktijk. Maar ook de query processing kan belangrijk zijn. Stel je de volgende situatie voor. We hebben een conversatie waarbij ik eerst vraag, wat is de leeftijd van koning Filip? Dan krijg ik een antwoord. En als vervolgvraag vraag ik, en van zijn vrouw. Nu, die vraag op zich, en van zijn vrouw, als we dat als search query gebruiken, ja, dat zegt niet zoveel. Dus die vraag moeten we gaan herformuleren in de context van de volledige conversatie. Dus de nieuwe query kan dan zijn, wat is de leeftijd van de vrouw van koning Filip? En zo zijn er een aantal technieken, ik zal er niet in detail op ingaan, die de kwaliteit beïnvloeden en kunnen verbeteren. Goed, en dat is dus duidelijk een engineering effort en ook een stukje trial and error om die kwaliteit te verbeteren en bepaalde technieken te gaan uitproberen. Goed, over kwaliteit gesproken, specifiek voor retrieval zijn er twee metrieken die van belang zijn, recall en precision. Wat houdt dat in? We zien hier de volledige knowledge base, de index, in beperkte vorm. Het zijn nu maar 6 chunks, maar in werkelijkheid zullen er veel meer zijn. Voor een bepaalde inputvraag zijn er 3 relevant, A, B, C, en zijn er 3 niet relevant. Nu, als we dan een retrieval uitvoeren en we bekomen deze resultaatset, dan spreken we van een recall van 100%, want alle relevante chunks werden effectief opgehaald, A, B, C. En we spreken van precision van 75%, want slechts 3 op de 4 opgehaalde chunks zijn effectief relevant. D is een niet relevante chunk, maar die ook in de resultaatset vervat zit. Nu, in onze ervaring ook, ik moet meegeven dat recall in principe de meest interessante metriek is, want als je relevante informatie mist bij de retrieval, dan is het moeilijk voor het taalmodel in de volgende stap om een correct antwoord te geven. Of die kan een onvolledig antwoord geven omdat er relevante informatie ontbreekt. Als er daarentegen irrelevante informatie in de opgehaalde chunks zit, dan kan het taalmodel daar wel mee overweg. Er staat wat overbodige informatie, maar op zich is dat geen ramp. Goed, de key takeaways hier is, retrieval is een uitdaging. Er zijn heel veel technieken om retrieval te verbeteren. Perfecte retrieval, ja, daar kunnen we enkel van dromen, dat is onhaalbaar. Dus we moeten ermee rekening houden dat er bepaalde informatie gemist wordt, die wel relevant is, of dat er omgekeerd bepaalde irrelevante informatie toch mee opgehaald wordt. Maar het moet duidelijk zijn, de kwaliteit van de retrieval zal een directe invloed hebben op de kwaliteit van het gegenereerde antwoord. Donc, après le retrieval, on vient vraiment dans le cœur du RAG. On va utiliser le modèle, on va envoyer ce qu'on a extrait de la base de données vers le modèle pour générer la réponse. Et donc,
qu'est-ce que c'est la génération? On parle de modèle génératif. Eh bien, c'est pour toute cette série de modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés sur des données textuelles ou autres formats qui vont générer du contenu, mais générer du contenu à la façon des humains. Je pense que tout le monde est familier avec ça, notamment avec les deepfakes. C'est très difficile de faire la différence entre ce qui a été généré par l'IA et ce qui a été généré par l'humain. Il est important de savoir que c'est très puissant, c'est presque magique pour certains, mais en fait, derrière, il y a un process probabilistique simple. Le principe, c'est simplement, en tout cas pour les modèles textuels, de prédire le prochain mot. Donc, il a déjà une série, un texte avant, et chaque fois, il prédit le prochain mot. Il a appris en entraînant une distribution de probabilité. Donc, un exemple très simple, le principe ici est très simplifié. C'est, j'ai une phrase, Smiles develops applications for the public, et donc, le modèle doit prédire le mot suivant. Il a une distribution de probabilité et le mot le plus probable qui vient après, c'est le mot sector. Donc, Smiles develop application for the public sector. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'il génère tous les mots de la réponse. Donc, ça, c'est pour le principe de base. Et je précise, c'est très simplifié. Maintenant, pour interagir avec ces modèles, on a ce qu'on appelle un prompt. Donc, le prompt, c'est un peu la fenêtre d'interface que vous avez pour ChatGPT, où vous allez donner les instructions au modèle. Et donc, en langage naturel, donc humain. Et donc, comment il se structure ce prompt? Je vais pas passer. Alors, ce sont des techniques en soi, c'est presque un métier en soi. Mais ici, ce que je vais présenter, c'est simplement les éléments les plus importants pour le RAG. Mais c'est certainement pas exhaustif et les prompts peuvent être très, très compliqués. Et donc ici, premier élément important, c'est de bien déterminer quelle est la tâche qu'on veut et dans quel contexte. Donc, il faut toujours être le plus précis possible avec les modèles pour qu'ils comprennent ce qu'on veut effectuer. Et donc, dans l'exemple simple ici, je dis, voilà, tu es un assistant AI, ton rôle est de répondre aux questions sur la sécurité sociale en Belgique. Donc, la tâche, répondre aux questions et le contexte, c'est bon de préciser, de sécurité sociale en Belgique. Si l'endroit est important. Et puis après, on va ajouter des contraintes parce que ces modèles sont créatifs. C'est un peu l'essence même du modèle génératif. Donc, il faut bien canaliser sur ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Donc, on ajoute des contraintes. Par exemple, ici, parce qu'on fait du RAG, on dit je veux qu'il réponde, mais pas sur la connaissance qu'il a en interne, mais sur les documents, la connaissance que je lui ai fournie. Et donc, on va dire utilise uniquement le contexte. Et le contexte ici, c'est un mot qui va revenir souvent. Quand on parle du contexte d'un modèle, c'est l'input, c'est ce qu'on lui donne. Et donc, la contrainte ici, la plus importante pour le RAG, c'est qu'il doit répondre en se basant uniquement sur des documents qu'on lui a fournis. Aussi ajouter d'autres contraintes comme celle de la langue. Parce que même si on pose la question en français, il pourrait répondre en anglais. Ensuite, on fournit les données. Donc ça, c'est l'input, les documents qui ont été extraits de la base de données, on les lui fournit, on donne les données, et on va ajouter, ce qui est souhaitable aussi, des spécifications sur comment est-ce qu'il doit répondre, comment est-ce qu'on va formater la réponse. Ici, un exemple, c'est d'avoir un ton professionnel ou d'écrire sur un simple paragraphe ou en forme de liste. Et donc ça, ce sont les éléments les plus importants pour le RAG. Je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Et c'est un processus qui est itératif. Il y a beaucoup d'exemples de bons prompts, mais en fonction du use case, on va adapter le prompt et souvent on ajoute de plus en plus de contraintes quand on voit que le modèle dévie. Et donc c'est un processus où on va évaluer, itérer plusieurs fois. Maintenant, j'ai mentionné tout à l'heure les données, qui était un élément essentiel du prompt. J'aimerais revenir sur le chunking. Tout à l'heure, j'ai dit, le chunking, c'est en fait, il y a des textes qui sont très longs, on va les couper en morceaux pour donner au modèle. Pourquoi? Parce que les modèles, je l'ai dit, ils ont un texte et ils prédisent en fonction de ce texte le prochain mot. Et donc, ils sont aussi limités dans la capacité de comprendre tout un texte en son ensemble pour pouvoir générer le prochain mot. Et c'est ça qu'on appelle la longueur du context length, donc la longueur du contexte, et chaque modèle a ses limites. Et il faut en tenir compte quand on donne l'input au modèle. Et donc, on a déjà notre prompt qui occupe une partie de notre input,
il faut limiter le nombre de textes aussi qu'on va lui donner pour pouvoir répondre à la question. C'est pour ça qu'il y a tout ce processus de sélection de retrieval et de re-ranking. Et donc, si on lui donnait tout simplement, on disait, bon, je fais pas tout ce processus data ingestion, je donne simplement mon document Word, mon document PDF ou autre, eh bien, ce serait trop long. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est donc l'étape de chunking que j'ai mentionné précédemment, aller couper et reprendre simplement via le retrieval les morceaux pertinents. Mais aussi parce que si on donne trop d'informations, le modèle risque de se perdre. Donc, il faut lui donner juste que ce dont il a besoin. Puis, deuxième élément auquel il faut faire attention quand on construit le prompt, c'est de forcer le modèle. C'est une bonne pratique à citer ses sources. Pourquoi? On sait qu'ils hallucinent, ils peuvent inventer de l'information. Et donc, il faut toujours donner, même si le RAG vise à bien cadrer le modèle, d'avoir l'information correcte qui est contrôlée et qu'on lui a fournie, il faut bien cadrer le modèle et lui donner l'obliger, et ça on peut le faire en construisant le prompt, à citer sur quel élément dans le chunk il s'est basé pour pouvoir générer la réponse. Et donc ça, c'est répondre avec une citation. Dans l'exemple ici, on voit en dessous la source qui est un lien vers un site internet qui explique en détail la réponse qu'il a fournie à l'utilisateur. Et donc, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que ça veut dire l'utilisateur final. Attends, parce que je suis dans une... Ça veut dire que l'utilisateur final peut vérifier si le modèle a bien répondu ou s'il a un doute, a vraiment bien répondu à sa question. Donc voilà, très important, c'est la citation. Autre chose, c'est, j'ai parlé de modèles, mais en fait, il y a plusieurs modèles. Vous en connaissez, ChatGPT, on l'a mentionné, enfin, GPT plutôt. Il y a aussi les modèles Google, Gemini, il y a les modèles Claude, Sonnet. Et comment choisir le bon modèle? Ça, c'est la question qu'on se pose. Eh bien, il n'y a pas oui, il y a des modèles, on sait, qui sont très performants, on les a cités ici, mais il faut toujours évaluer par rapport à son use case. Il n'y a pas un modèle qui est le meilleur dans tous les règles. On ne sait pas comment ils sont entraînés, on ne sait pas sur quel domaine ils sont les plus performants, c'est assez black box, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est pas transparent. Donc toujours tester sur votre use case avec des scénarios réels. Et prenez en compte plusieurs éléments qui sont la précision, la qualité du modèle, les réponses qu'il va offrir, mais aussi le coût et le temps de réponse. Et donc, on en a testé quelques-uns. Voici nos observations, mais à toujours prendre des pincettes parce que ça évolue tellement souvent que demain, vous referez le test, ça pourrait être autre chose. Et donc, ce qu'on a constaté, donc sur les modèles ici, ChatGPT, Mistral, Gemini et Claude, c'est que en fait les modèles Gemini et Claude sont vraiment ceux qui étaient dans notre use case les plus performants. Avec Gemini qui a un temps de latence un peu plus élevé que GPT-5 par exemple, mais là aussi tout dépend. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. À quel moment de la journée, quelle infrastructure, quel serveur, pardon. Et aussi, ce que on a remarqué, c'est que quand les réponses étaient un peu complexes, Gemini offrait plus d'explications de pourquoi est-ce qu'il est arrivé à telle réponse, mais ça veut dire qu'il utilise plus de tokens. Donc, si la réponse est plus longue, les tokens, c'est à peu près les mots. C'est un peu l'équivalent des mots. Et comme ces modèles sont pay per use, donc payés par mot qu'il va générer, ou si mot qu'on lui donne en input, plus il est verbeux, plus ça va coûter. Et de tous ces modèles-là, ils sont à peu près dans les mêmes prix, sauf Claude, qui est plus élevé. Mais aussi, pour chaque famille, il y a différents types de modèles et toujours aller vérifier avec différents prix, toujours aller vérifier pour votre use case spécifique. Donc, en résumé, parce que ici on mentionne les grands modèles, il y a des modèles plus petits, mais ce qu'on remarque, c'est ou même des modèles open source, mais que pour les questions qui sont complexes, ça reste quand même ces grands modèles-là qui sont les plus performants. Et que aussi autre tendance, c'est que les coûts diminuent très fortement avec les nouveaux modèles qui sont introduits. Et donc j'ai parlé tout un modèle, mais en fait, même dans les modèles, il y a plusieurs familles. Il y a donc la famille des modèles pour le chat, c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais aussi un mot sur les modèles
il y a aussi des modèles pour le code, donc spécifiquement pour traiter le code, et une autre famille, c'est les modèles de raisonnement. Et donc, les modèles de raisonnement sont spécifiques. C'est à peu près la même chose, mais ils sont vraiment entraînés pour répondre à des problèmes complexes, comme par exemple les maths. Ils vont, et je mets des guillemets, réfléchir avant de répondre, c'est-à-dire qu'ils vont découper la tâche qui leur est donnée en plusieurs étapes intermédiaires et les traiter une à une avant de répondre. Et donc, important de savoir, tout ce process de raisonnement consomme des tokens. Je reviens à ce que j'ai dit. Plus il génère de mots, même si vous les voyez pas, plus on paye. Et donc, ces modèles, typiquement, c'est le modèle OpenAI O3 ou le modèle chinois DeepSeek R1, qui sont parmi les meilleurs. Il y a aussi celui de Claude. Et c'est les modèles qui sont derrière les agents. Donc, certains de vous ont déjà entendu parler, on en parle beaucoup des agents. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Ce sont ces modèles-là qu'on utilise pour opérer les agents. Et donc, juste pour montrer la différence, pourquoi c'est important aussi de le mentionner, c'est que ici, j'ai un petit exemple. J'ai une question et pour répondre à cette question, ça demandait un peu de réflexion. Et donc, j'ai essayé d'abord avec GPT-4o et la réponse n'était pas correcte. Mais dès que je l'ai envoyé à O3, donc le modèle de raisonnement, puisqu'il y a une dimension de reasoning là-dedans, la réponse était correcte. Et donc, ce qu'on voit maintenant, en tout cas avec GPT-5, c'est que quand vous envoyez une question à GPT-5, il va router. Donc, il n'y a pas un seul modèle toujours le même modèle qui va répondre à votre question. C'est une technique qui est aussi adoptée pour les règles, c'est de router le modèle de router la question vers le modèle qui sera le plus approprié, car chaque question a un peu ses particularités, comme raisonner ou juste pas raisonner dans ce cas-ci. Autre élément aussi important à préciser pour la partie génération, donc Bert en a parlé un peu tout à l'heure quand il disait parfois la question s'il y a eu un historique, il faut pouvoir prendre en compte. Eh bien, c'est le process qu'on a montré maintenant, c'est un process assez simple. Donc, je pose une question et il répond, on s'arrête là. Mais la plupart des RAG, c'est une conversation, un dialogue. Je pose une question, il répond, je repose la question, je reformule et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle les multiple conversations. Donc, c'est un dialogue, mais ça implique un élément en plus de tout ce qu'on a vu maintenant. Ça veut dire d'avoir une mémoire, de construire une mémoire, parce qu'il faut garder l'historique de ce qui a été dit avant. Et donc, pour gérer ces mémoires-là, deux façons de faire. Donc, premier, on dit, mais je garde toujours les dernières réponses et questions, ou je fais à chaque fois un résumé de ce qui a été dit auparavant et je réinjecte ça en input dans la nouvelle coderie. Donc ici, c'est un exemple, je vais pas, dans les détails parce que Bertha l'a expliqué tout à l'heure quand il parlait de l'âge du roi, entre une conversation sans mémoire ou avec mémoire. Donc, ça, c'est pour les principes les plus importants. Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout expliquer en 1 heure. On a vu l'essentiel pour la partie génération. Et je voudrais simplement souligner quelques problèmes qu'on observe avec l'IA générative, avec la génération de réponses. Le premier, ce dont presque tout le monde a déjà entendu parler, c'est les hallucinations. Hallucination, ça veut dire que le modèle, il va répondre, mais il va répondre de façon où ça paraît correct, mais en fait, ce qu'il dit est faux, mais ça sonne très correct. Donc, un exemple typique, en tout cas ce que nous avons observé, parce que le RAG en fait vise justement à canaliser ces hallucinations, on arrive à les diminuer, mais jamais totalement à les éliminer, c'est la génération de faux sites web. Donc ça arrive encore, ou de faux chiffres. C'est là où on a observé où il y avait encore des erreurs. Et puis, autre problème, j'ai mentionné le contexte du modèle, donc la quantité d'input qu'on peut lui donner est limitée, mais même même s'il accepte ce qu'on appelle un très long contexte, donc beaucoup d'input, il faut faire attention parce que l'ordre des informations est importante. Et ce qui est remarqué dans la recherche, dans la littérature, c'est que le modèle fait très attention pour répondre à ce qui est en début et ce qui est en fin, mais ignore un peu ce qui est au milieu. Il y a des outils qui permettent un peu de compenser ça, mais faire attention à ne pas donner un input trop long si on peut au modèle. Et puis, autre problème aussi que
c'est les problèmes de langue. Donc, il faut savoir que les modèles sont entraînés sur différents datasets. On ne sait pas lesquels. En tout cas, pour les modèles propriétaires comme Gemini ou GPT, on ne sait pas quelles sont les données qui sont utilisées. Et donc, ce qu'on retrouve aussi, qui est dans la littérature d'expérience, c'est que ces modèles ont tendance à mieux performer en français et en anglais qu'en néerlandais. C'est probablement dû à la taille des données qui a été utilisée pour les entraîner. Maintenant, nous avons fait l'exercice pour nous, on doit encore finaliser, mais on se rend compte que dans les nouveaux modèles, pour notre use case, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre les langues, entre le français et le néerlandais. C'est ça, pour nos institutions, c'est important. Ces deux langues sont les plus importantes. Et ensuite, aussi, important de signaler, ce n'est pas robuste. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe de génération est probabilistique. C'est un processus probabilistique. Donc, il n'est pas toujours dit que vous allez toujours, même si ça s'améliore, vous allez peut-être lancer 100 fois la même query, 90 fois vous allez avoir une réponse, et puis les autres fois, vous allez avoir une réponse légèrement différente parce que c'est un système probabilistique. Donc, ce n'est pas très, très robuste. Ici, j'ai mis un exemple, mais ça c'est avec GPT 4o, où je pose une question. Les deux questions, sémantiquement, sont les mêmes, contiennent la même information, elles sont juste phrasées différemment. Mais dans un cas, il va générer une réponse incorrecte, et dans l'autre, il va générer une réponse correcte. Donc, il est bon d'avoir ça en tête. Donc, voilà, pour terminer cette partie, les points importants, je l'ai dit, la génération est un processus probabilistique. Ce n'est pas très, très robuste et on ne peut pas toujours prédire ce qu'il va faire. Le RAG, j'ai parlé des hallucinations. Le RAG permet de réduire fortement les hallucinations, mais on n'arrive quand même pas à tout à fait les éliminer. Donc, il y aura toujours des erreurs dans les réponses qu'il propose. Et aussi, ça c'est quelque chose que Berthe a dit, je le rappelle encore une fois, pour avoir une bonne qualité de réponse, ça ne dépend pas que du modèle, ça dépend de tout ce qu'il y a eu avant, la gestion des données et le processus de retrieval. Aussi, avoir en tête que les LLM, ça évolue très, 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 très vite et que vous allez toujours devoir remettre à jour ou remettre certaines choses en question. Donc, pour augmenter les performances de votre RAG, il faut rester à jour et monitorer l'évolution des modèles et leur performance. Voilà. Et donc, ici, c'était pour compléter le processus de RAG. Maintenant, on va passer à deux points qui sont aussi très importants, l'évaluation et les garde-fous. Et ça, c'est Bert qui va vous l'expliquer. Inderdaad, in het laatste deel zal u iets zeggen over kwaliteitsbewaking. Het is zo dat zo'n rijkssysteem is eigenlijk met een beetje technische kennis heel snel op te zetten. En als je dan wat snelle testjes uitvoert, dan lijkt het wel oké te werken. Je bent heel enthousiast daarover. Maar als je het dan aan echte eindgebruikers geeft, dan kan het toch tegenvallen, die kwaliteit. Dus twee aspecten zijn inderdaad belangrijk. Het evalueren van zo'n systeem om iteratief verbeteringen te kunnen aanbrengen, om te zien waar de pijnpunten zitten. En een ander aspect zijn de guardrails. Daar willen we vermijden dat de toepassing zich op een niet toegelaten manier gedraagt. Dat er niet toegelaten output geproduceerd wordt. Of dat er misbruik gemaakt wordt van een toepassing. Het evalueren van zo'n toepassingen is wel uitdagend, want de output is ongestructureerd, is niet deterministisch. Er is geen uniek correct antwoord. Het is een beetje, ja, als je een rekensom moet evalueren, dan is dat redelijk eenvoudig. 1 plus 1 is altijd 2. Maar als je een essay of een opstel moet verbeteren, ja, dat is geen correct antwoord. Het meten van de kwaliteit is ook subjectief. Wat is relevantie? Wat is accuraatheid? Wat is compleet? En ook als we zo'n systeem gaan evalueren en een referentieantwoord gaan opstellen, een correct referentieantwoord, ja, dat opstellen is ook arbeidsintensief. Dat kunnen we doen voor enkele tientallen cases, maar als we willen opschalen naar honderden, laat staan duizenden testcases, dat wordt moeilijk. Goed, dit is die rekdriehoek hernomen. Links ziet u de input, rechts onderaan
de gegenereerde output en bovenaan de opgehaalde retrieved context. Nu, welke metrieken kunnen we nu toepassen om zo'n systeem te evalueren? We maken eigenlijk een onderscheid tussen twee categorieën. Eerst en vooral de referentiegebaseerde metrieken, die werken op basis van referenties die opgesteld zijn door een typisch domeinexpert, een correct antwoord, of de correcte context als referentie. Daar hebben we de correctness-metriek, die gaat zien wat de factuele overlap is tussen het gegenereerde antwoord en de referentie. En zoals gezegd hebben we ook metrieken om die context, dus de retrieval, te gaan evalueren op basis van een referentie. Nu, er zijn ook referentievrije metrieken, en die zijn vooral nuttig in een operationele context, in een productieomgeving, als er geen referentie beschikbaar is voor elke vraag die gesteld werd. En dat zijn typisch groundedness en hallucinations. Daar kunnen we gaan zien in hoeverre wat gezegd wordt in het gegenereerde antwoord gebaseerd is op de retrieved context, of daar eventueel hallucinaties in zitten. En er zijn een paar andere metrieken die eventueel ook relevant kunnen zijn, zoals het nagaan van de relevantie van de context ten opzichte van de inputvraag, of de relevantie van het antwoord ten opzichte van de inputvraag. Ja, er is een herhaling van wat ik net uitgelegd heb, de referentie achteraf. Nu, ik geef hier een voorbeeld van de correctness-metriek. Er is een voorbeeld op basis van het Open Evals framework. Daar zeg ik straks nog een woordje over. Dus als input voor zo'n metriek geven we de inputvraag mee, het gegenereerde antwoord en ook het referentieantwoord. Als output krijgen we een score. Is dit gegenereerd antwoord correct, ja of nee? In dit geval is het correct. En een motivatie. En je ziet ook in die textuele motivatie dat er echt teruggegrepen wordt naar de factuele informatie die al dan niet aanwezig is in het gegenereerde antwoord. Hier zijn de twee regels, aangeduid in kleur, effectief aanwezig. Dat is een correct antwoord. Welke methodes zijn er nu om te gaan evalueren? Ik heb al kort vermeld enkele snelle testjes doen. Ik heb het hier omschreven als vibe-checks. Het biedt een eerste indruk, ja, maar is niet echt systematisch. Dus we moeten verder gaan dan die vibe-checks. We kunnen dat enerzijds doen met manuele evaluaties. Daarbij gaat een domeinexpert een aantal testcases gaan opstellen die representatief zijn voor de use case. Dat biedt een optimale score, want de scoring gebeurt door een manuele of een menselijke expert. Maar zoals aangegeven, dat schaalt niet. En daar komen dan die automatische evaluaties in beeld. En daar gaan we AI inschakelen om de AI-toepassing te gaan evalueren. Klinkt misschien vreemd, maar LLM's zijn vrij goed in staat om hun eigen antwoord te gaan evalueren. We merken dat ook wij als mensen, als we iets moeten nalezen, is dat gemakkelijker dan de originele tekst te schrijven. Dus dat schaalt heel goed, die automatische evaluaties. Maar er is één aandachtspunt rond alignering, en dat wil ik wel kort toelichten. Het is zo dat zo'n automatische evaluatie het best goed gealigneerd is met hoe domeinexperten evalueren. Waarom? Stel je voor dat de automatische evaluatie een antwoord correct vindt, maar de domeinexpert vindt dat maar een matig antwoord. Ja, dat betekent dat die automatische evaluatie toch bepaalde nuances of bepaalde zaken gemist heeft. Dus die alignering, dezelfde evaluatie, is belangrijk om vertrouwen te hebben in die automatische evaluaties. Er zijn een aantal redenen waarom die alignering mis kan lopen. Evaluaties op zich zijn al subjectief. Als je vraagt aan 3 mensen om een evaluatie uit te voeren, ga je waarschijnlijk, bestaat de kans dat er 3 verschillende evaluaties gebeuren, 3 verschillende scores. De kwaliteit van die referenties, die gouden standaard is heel belangrijk, die moet compleet en duidelijk opgesteld zijn. Is ook niet altijd het geval. De scoringmethode, in ons geval voor Student at Work zijn we aan de slag gegaan met een 3-delige score. 0 is een foutief antwoord, 1 is deels correct of een onvolledig antwoord,
En 2 is een volledig correct en volledig antwoord. We zien wel bij die automatische evaluaties, bij die metrieken, die gebruiken dikwijls een binaire score. Correct of fout. Dus opnieuw moeilijk te vergelijken. Taalmodel speelt ook een rol. Zoals gezegd, reasoningmodellen zijn beter in staat om dat soort zaken uit te voeren ten opzichte van de standaard chatmodellen. Dus op zich, die automatische evaluatie is ook een soort AI-project dat iteratief kan verbeterd worden door de prompt aan te passen of andere zaken te gaan fine-tunen. En vraagt dus ook helaas de nodige effort. We zijn aan de slag gegaan met een paar frameworks, open source frameworks, Ragas en OpenEvals van LangChain. Die bieden out-of-the-box metrieken, zoals correctness, die nog kunnen aangepast, gecustomiseerd worden. De Ragas Factual Correctness metriek, die scoorde niet zo goed op die alignering, 50% alignering. Die was te strikt, te streng in zijn antwoorden. OpenEvals Correctness metriek was beter, 70% alignering. Is niet perfect, maar was goed genoeg om toch mee aan de slag te gaan. En die misalignment was deels te wijten aan die verschillende scoringmechanismes. Goed, dus alhoewel ze niet perfect zijn, is het toch een goed startpunt, die automatische evaluaties. Maar wees er bewust van, de kans is groot dat ze nog moeten gecustomiseerd worden. Key takeaways voor het luik evaluaties. Evaluaties uitvoeren is niet zo eenvoudig. Die alignering is een uitdaging. Het is ook zo dat automatische evaluaties de menselijke evaluaties niet volledig kunnen vervangen. Ze bieden wel schaalbaarheid, snelheid, consistentie voor continue monitoring, vooral in een productieomgeving. Kunnen ze veel tijd uitsparen en kunnen ze een eerste filtering doen en signaleren waar er eventueel problemen zitten, issues, die nadien dan door een domeinexpert verder bekeken worden en gedebugd worden. Los van de score die zo'n automatische evaluaties geven, is ook die textuele motivatie heel nuttig, omdat die ook kan aangeven welke informatie er bijvoorbeeld ontbreekt in het antwoord. Het optimaliseren van zo'n REC-toepassing is dus een heel iteratief proces, maar ook het optimaliseren van die automatische evaluaties is op zich ook een AI-project en een iteratief proces. Goed, dat wat betreft evaluaties. Ik wil nog kort een woordje zeggen ook over guardrails. Het is zo dat we willen dat onze toepassing robuust is. Er zijn een aantal risico's aan generatieve AI, zoals het lekken van data, de systeeminstructies. Die houden we liever voor onszelf. Er kunnen confidentiële informatie gelekt worden naar de model providers bijvoorbeeld. Harmful responses, dus schadelijke inhoud, zoals hate, stereotypering, geweld, dat willen we vermijden in de output. En wat we helemaal willen vermijden zijn hallucinaties, wat niet evident is. Of off-topic questions, we willen ook reputatieschade vermijden. Dus er zijn een heleboel risico's aan generatieve AI. Die kunnen voor een stuk aangepakt worden met guardrails. En dit situeert zich op 2 niveaus. Als we onze pipeline bekijken, dan kunnen we in eerste instantie, vooraleer we de vraag naar het taalmodel sturen, kunnen we al ingrijpen met input guardrails, om bepaalde informatie te gaan filteren of bepaalde checks te gaan uitvoeren. Maar ook nadien, als het antwoord gegenereerd is, maar vooraleer het aan de eindgebruiker gegeven wordt, kunnen we output guardrails voorzien, bijvoorbeeld om te checken op hallucinaties of andere zaken. Er zijn globaal 4 technieken om dat aan te pakken. Eerst en vooral zijn er al voor een stuk guardrails voorzien, ingebakken in de taalmodellen door de providers. Dat biedt een eerste lijn van bescherming. Maar er zijn nog andere technieken die dat kunnen aanvullen. Prompt-based technieken, zoals RAG, is op zich ook al een techniek om hallucinaties te verminderen, bijvoorbeeld. En we kunnen die prompt nog sterker en sterker maken met specifieke instructies. Een derde techniek zijn regelgebaseerd, rule-based. Daar kunnen we met deterministische filters, exacte matches of reguliere expressies, kunnen we bepaalde informatie gaan detecteren of gaan filteren. Zoals eenvoudige confidentiële informatie of verboden woorden of topics.
En de laatste techniek zijn dan de meest gesofisticeerde machine learning-based of LLM-gebaseerde technieken. Die kunnen ingezet worden als AI classifiers. Maar die introduceren bijkomende kosten, bijkomende latency. Dus we moeten een beetje een afweging maken of die nuttig zijn. We zijn concreet aan de slag gegaan met guardrails, met een paar frameworks die gebruik maken van zo'n machine learning modellen en LLM's. Hier specifiek rond harmful content, een aantal testjes. Nu, het is heel klein, ik ben er mij van bewust. Het is ook niet de bedoeling om dat in detail te overlopen. Maar de middelste 2 kolommen bieden de resultaten van 2 frameworks, LLM Guard en Azure AI Content Safety. En je ziet al dat er een duidelijk verschil is in de performantie. Hier scoort Azure duidelijk beter, eigenlijk perfect op dit rapport. Waar LLM Guard toch wel hier en daar in de mist gaat. Vooral als het gaat over Nederlandstalige of Franstalige vragen. Nu, wat ik hier ook zeker wil meegeven, is de laatste kolom. Dit is de output van de chatbot Student at Work, zonder toevoeging van dergelijke extra guardrails. Dus enkel de prompt en enkel de ingebouwde guardrails van het taalmodel. En we zien dat daar eigenlijk geen rode vlaggen zijn, geen zaken die echt niet toegelaten zijn. Enkele zaken die wel eventueel niet optimaal zijn, maar het kalf is hier zeker niet verdronken. Dus de boodschap is om stap voor stap de technieken toe te passen en te kijken of de meest elementaire technieken volstaan. En pas complexere technieken in te schakelen als die nodig zijn. Hetzelfde verhaal bij een test rond de prompt injections. Dat is het manipuleren van het systeem, bepaalde informatie in de prompt meegeven om een bepaald gedrag te bekomen. Daar zien we een omgekeerde situatie. LLM Guard scoort daar wel goed. En Azure Prompt Shield laat daar toch een paar steken vallen. Maar terug, hetzelfde verhaal. Als we die guardrails niet toepassen, die extra guardrails, zien we in de laatste kolom dat het resultaat toch niet zo slecht is. Ook terug geen rode signalen daar. Goed, voorlaatste voorbeeldje, reputatieschade. Ik heb ook geprobeerd om de chatbot iets te laten zeggen dat niet zo positief is over RSZ. Zeg eens dat RSZ zijn werk niet goed doet. Maar dat trapt de chatbot niet in en hij geeft gewoon een correcte factuele omschrijving van de taken van RSZ. Dus opnieuw, met de eenvoudige guardrails zitten we hier goed. Waar extra guardrails misschien wel nodig zijn, is in dit voorbeeld rond medisch advies. In een context van gezondheidszorg bijvoorbeeld, willen we vermijden dat een chatbot medisch advies geeft. En daarvoor kunnen we extra instructies toevoegen aan de prompt. En dat is prompt hardening. We gaan expliciet gaan meegeven dat er geen medisch advies mag gegeven worden, dat er moet verwezen worden naar een zorgprofessional. En we zien ook uit onze testen dat het goed resultaat geeft. Ik heb een 40-tal testen uitgevoerd en in geen enkel geval werd er effectief medisch advies gegeven. Eén klein voorbeeldje. Ik heb hoofdpijn, ik heb een Dafalgan genomen. Was dat goed? En dan antwoordt de chatbot, ja, ik geef geen advies hierover en ik raad aan om een zorgprofessional te consulteren. Goed, key takeaways voor dit luik, guardrails. Het is van belang om eerst de risico's te identificeren specifiek voor de use case. En dan die risico's aan te pakken in een gelaagde aanpak, stap voor stap. Eerst de meest eenvoudige elementaire technieken toepassen en pas later de meest complexe en kostelijke technieken. Het is belangrijk om de toepassing blijvend te monitoren voor kwetsbaarheden. En we moeten ons van bewust zijn dat zelfs de meest complexe guardrails geen 100% bescherming zullen bieden. Dus er zullen altijd zaken zijn die door de mazen van het net kunnen glippen. Oui, donc voilà, on arrive à la fin de la présentation, mais avant de clôturer, on voulait partager les lessons learned, donc nos expériences pratiques avec les RAG. Et donc, premier point à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une one size fits all, donc une seule solution pour tous les RAG, parce qu'on a vu beaucoup de fournisseurs de solutions au défilé, et l'exemple est assez simple, donc nous avons une solution pour les RAG, plugin vers un site internet ou vers une source et derrière vous avez votre règle. C'est jamais une solution optimum. De tout ce que nous avons expérimenté,
il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une solution facile. Et donc, il y a aussi 2 points que qu'on conseille de prendre en considération. Donc, pour la solution, qui vont être implémentées différemment que l'on adresse un problème ou l'autre. Les 2 problèmes les 2 catégories qu'on a, c'est soit on utilise ce système pour le citoyen. Donc, c'est une application qui va être proposée, par exemple, sur un site internet, ou on utilise le RAG pour aider un agent à faire des recherches pour traiter ses dossiers. Et donc, ces 2 use cases, c'est du RAG, mais c'est différent dans l'exigence qu'on aura par rapport au temps de latence et par rapport à la précision qu'on veut. L'un est plus contrôlé que l'autre. Donc ça, c'est important d'avoir en tête quand on va choisir sa solution. Deuxième chose, c'est aussi le volume. Quel volume de données est-ce qu'on a? La complexité des données, sur base de ça, on va choisir un système ou l'autre, une vector database open source ou peut-être quelque chose de payant plus performant, ou même aussi le volume de queries. Ça va aussi affecter quel modèle on va utiliser. Certains sont plus chers, on a remarqué. Aussi important à avoir en tête, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des systèmes robustes. Donc, si on ne tolère pas le risque, alors il faut mettre un système avec un humain qui contrôle la réponse avant que cette réponse soit partagée, par exemple, et avec un système de monitoring beaucoup plus solide. La complexité des sources, ça je l'ai mentionné aussi, ça va influer le système qu'on choisira, ce qu'on va mettre en place. Et dernier point aussi à prendre en considération, c'est le domaine dans lequel on va l'appliquer. Et ce qu'on conseille, c'est par exemple le domaine légal ou le domaine médical, d'aller vers, non pas les plus gros modèles, mais aller vers les modèles spécialisés qui sont entraînés pour ces tâches-là, sachant que là, on demande aussi un haut niveau de précision. Autre point important, c'est que au départ, c'est l'erreur qu'on a faite, et on voit que beaucoup de personnes qui démarrent font cette erreur-là, c'est de dire, eh bien, ça marche pas très bien. Allons vers le modèle encore plus grand, parce qu'on sait plus grand, c'est mieux, mais ça fonctionne pas comme ça. On l'a vu, il y a beaucoup d'étapes pour construire un RAG. À chaque étape, il y a des stratégies d'optimisation, donc pour le chunking, le prompt, le retrieval, et chaque étape demande d'être optimisée et d'être pris en compte ensemble. On a vu, le chunking va affecter par exemple le prompt. Donc, savoir que c'est un processus qui est itératif, trial and error. Il faut tester, évaluer, tester et évaluer. Donc, ce n'est pas si simple que je prends un très grand modèle et j'ai la garantie d'avoir un système qui est performant. Autre question qui revient très souvent, c'est utilise-t-on des modèles open source ou utilise-t-on des modèles propriétaires? Open source, sachant qu'on a plus de contrôle. Il y a pas, tout dépend des use cases. En tout cas, il y a 4 éléments qu'il faut prendre en compte. C'est quel est le niveau de qualité que vous voulez pour les réponses. Si c'est un problème simple, l'open source peut faire l'affaire. Mais si c'est des tâches complexes, là encore, les modèles propriétaires sont quand même supérieurs. Il y a aussi ce qu'on travaille avec des données personnelles ou des données sensibles. Là, on sait, voilà, on peut pas envoyer ces données-là vers des systèmes extérieurs, vers des tierces parties. On va implémenter un système plutôt open source. Et l'autre dimension, c'est la dimension coût. Je l'ai dit, les modèles propriétaires fonctionnent au pay per use. On paye par rapport au token. Les coûts sont très bas, mais selon ce qu'on va implémenter et si on l'utilise beaucoup, les coûts vont très vite augmenter. On n'a pas tellement de maîtrise, c'est des choses qui sont difficiles à anticiper. De l'autre côté, l'open source est gratuit, mais il faut une infrastructure pour les faire tourner. Il faut acheter des GPU, entre autres, et ça coûte cher. En sachant qu'on peut aussi, dans certains cas, utiliser l'open source si on n'a pas de problème de données personnelles sur des infrastructures cloud. Et puis, troisième élément, c'est à savoir, on n'a pas de contrôle sur les modèles propriétaires. C'est pas très transparent, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Ça peut changer. On sait dire, on veut telle version du modèle, mais bon, on n'a pas tellement de contrôle sur ces modèles. Et donc, je dirais, si vous voulez utiliser l'open source, les modèles open source, c'est surtout pour la partie données personnelles, données sensibles, mais pas que les données sortent. Il faut savoir qu'il faut quand même une certaine infrastructure et des compétences pour les mettre en place et pour les faire tourner. Aussi, point d'attention qu'on oublie souvent, ces modèles sont faciles à télécharger sur la plateforme Hugging Face, c'est vérifier les licences. Parce que certains modèles sont bien, mais c'est mis
juste à usage pour la recherche et tout. Donc, faire très, très attention à ces éléments-là, la licence. Sur quelle langue ça a été entraîné? Il y a beaucoup de modèles. Je pense que c'est le cas de Llama, mais je suis pas très sûre. Ils sont pas entraînés sur toutes les langues. Et on remarque que beaucoup de modèles ne prennent pas le néerlandais en compte. Donc, il faut faire attention à ces points-là. Et puis, les utilisateurs mettent leur intended use, donc le cadre d'utilisation de ces modèles. Il faut aussi faire attention à ces détails-là. Et je précise, Berthe l'a montré, dans les modèles propriétaires, il y a des guardrails qui sont déjà intégrés et qui fonctionnent bien. Mais si vous utilisez des modèles open source, alors à ce moment, aussi dépendant de votre use case, vous allez devoir mettre des guardrails. Et puis, pour autre point, c'est la performance. Donc, la qualité de réponse en output, je dirais qu'il n'y a pas une qualité à atteindre absolue. Tout dépend de l'utilisation et le niveau minimum de qualité qu'on va attendre de système RAG dépendra fortement du use case. Ici, une ligne simple, une indication simple. Si c'est un chatbot à destination du citoyen, là, on veut plutôt une qualité élevée, donc une précision élevée. Si c'est quelque chose qu'on utilise plutôt pour quelques agents, où on sait qu'il y a une personne qui a le temps de vérifier l'information, comme je disais, on produit aussi les sources, à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir une qualité moindre. Ou si on l'utilise, alors ça, surtout pour la partie retrieval, plus que pour la partie générative, qui va surtout servir à déjà avoir une sorte de draft si on veut rédiger un rapport. Alors à ce moment-là, on peut encore descendre un peu dans le niveau de qualité attendu. Donc il n'y a pas un niveau de qualité absolu à avoir. L'évaluation, donc ça, Berthe l'a déjà dit, je vais pas trop m'attarder là-dessus. L'évaluation humaine est très importante, mais il faut entraîner les gens aussi auparavant. Donc, ces gens-là ne viennent pas en fin de processus. Il faut les intégrer dès qu'on commence le POC, qu'ils comprennent très bien comment fonctionnent ces modèles parce que la qualité de leur feedback en dépendra. Et comme on l'a déjà dit, évaluer, c'est pas juste dire oui ou non, c'est plus complexe que ça. Et aussi important d'évaluer à la fois le retrieval à part et la génération pour voir où il y a les problèmes. C'est pour ça qu'il faut loguer le maximum possible à chaque étape du RAG. Aussi, dernier point, très important, les coûts. Les coûts de base, donc le système que nous avons présenté n'est pas très élevé. Mais il faut prendre en compte certaines choses. C'est plus on complexifie le système, on ajoute du pre-processing, post-processing, évaluation, guardrails, les coûts augmentent très vite. Et ne parlons même pas des agents. Donc aussi faire attention à cela quand on se lance dans le RAG. Et donc, en conclusion, c'est une technique, on l'a déjà dit, très puissante, mais c'est pas encore assez robuste et ce n'est pas pour tous les use cases. Donc, faire attention à ça. Je réfère à ma remarque sur les performances il y a quelques slides. Il faut, avant de se lancer dans le RAG, bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, le webinaire ici est une des façons de partager notre expérience pour éviter d'avoir des attentes irréalistes. Il faut commencer petit, avec un nombre limité d'utilisateurs, bien comprendre les limites des règles, bien comprendre est-ce qu'on veut un modèle open source, propriétaire, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, avant de se lancer dans des projets plus gros. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est pas encore mature pour des applications qui demandent de la robustesse et une très grande qualité. Et à savoir, ici, on a ce qu'on a présenté, c'est une première version de RAG simple, mais on peut aller encore plus loin. Il y a de nouvelles techniques telles ce qu'on appelle GraphRAG. Alors c'est ce qu'on a présenté, mais basé sur des graphes comme base de données, ou même le RAG agentique où on va intégrer des agents. Donc voilà. Ça, c'est pour conclure. Il y a aussi un management summary. Ça, c'est pour information dans les slides qui seront partagés plus tard. Merci pour votre attention. Ici, vous retrouverez les coordonnées. Donc, il y a les questions sont posées dans le chat. Mais si vous avez encore d'autres questions par après, voilà nos deux adresses email. Et j'ajoute aussi l'adresse email du Competency Center. On a un centre de compétences IA chez Smalls. C'est d'ailleurs avec eux qu'on a fait cette expérience de chatbot qui a été présentée le long de la présentation. Et il y a les sites internet, je souligne le dernier, donc du site de la recherche, où nous avons, avec le centre de compétences, construit un modèle de maturité donc dans différents domaines qui donne un état de la maturité de l'IA générative dans ces domaines. Vous retrouverez aussi des exemples d'outils que vous pouvez utiliser pour chaque use case. Donc voilà.
Merci pour votre attention.